Et Philippe Bonichon va conclure en nous parlant de Montpellier, au XVIe siècle. Alors, je vais conclure en essayant de vous parler d'un personnage qui est en fait assez connu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter sur Joubert? Et puis, qui soit quand même un peu amusant, car Joubert est un homme enjoué. Et il a laissé un souvenir à ses élèves comme étant un homme agréable. Alors, je vais passer rapidement sur sa vie, parce qu'en général, il a connu. Joubert, c'est un universitaire montpelliérain du XVIe siècle, typique. Il est né dans la première moitié du siècle, en décembre 27, et il va suivre la hiérarchie qui va le conduire aux plus hautes fonctions dans la faculté de médecine de Montpellier. Il est bachelier, vous voyez, en 1550, et à ce moment-là, il fait un tour de France. Et là, je voudrais faire une petite remarque sur le XVIe siècle, qui est un siècle de transition. Et on va bien voir Joubert, qui est une sorte de médecin de la vieille époque, laisser progressivement et définitivement sa place au chirurgien de la nouvelle époque, qui est Ambroise Paré. D'un côté, vous avez Joubert, qui est médecin et pratiquement pas chirurgien. C'est le dernier qui va écrire sur la chirurgie en tant que médecin, et le premier qui va écrire et qui va donner la nouvelle race des chirurgiens auxquels théoriquement on descend tous, c'est Paré. Et là, comme les chirurgiens comme les médecins chirurgiens de l'époque, il va faire un tour de France. Auparavant, je voulais juste rappeler que ses parents étaient des gens connus. Il avait une adoration particulière pour sa mère, Catherine de Génas, auquel il va d'abord dédier un épître de la grande chirurgie plus tard. Bon, bref, il va faire son tour de France et son tour d'Europe, si je puis dire, comme les chirurgiens de l'époque du XIVe et du XVe siècle. Il va passer là, il va se faire des amitiés, il va rencontrer les grands noms de la chirurgie de l'époque, et progressivement, il va revenir à Montpellier. Et c'est sûrement un homme de grande valeur, car dès l'âge de 25 ans, il est pris en charge par l'universitaire important de Montpellier, qui est Rondelet, qui va même le faire habiter chez lui. Et il a tellement d'admiration pour son élève qu'il va lui proposer ses filles. Alors, malheureusement, la grande ne plaît pas à Joubert. La petite lui plaisait bien, mais c'est elle qui ne plaît pas à la petite. Bref, en 55, il va avoir son doctorat et c'est une chose assez extraordinaire pour l'époque, car la place de professeur va se libérer et on va lui donner la place de professeur, alors qu'il n'a pas encore acquis le chaire et qu'il n'a pas encore acquis les titres nécessaires. La chaire, il n'obtiendra qu'en 66, lorsque son maître va décéder, et il deviendra chancelier de l'université en 73, au décès du chancelier Saporta. Parallèlement, il va être médecin ordinaire du roi Henri III et du roi Henri III de Navarre. Et puis, il meurt en 1982, vous voyez, à l'âge de 53 ans, donc assez jeune, à Lombers, en revenant de conférences et d'études de Toulouse. Alors, c'est un universitaire montpelliérain et il a énormément écrit. Et c'est Amauroux qui, en 1904, a essayé de retrouver tous ses écrits. Il en a trouvé 26. Ils sont répartis entre nombreux types de livres portant sur la peste. C'est le premier qui a écrit un livre de dermatologie. Et notre secrétaire connaît très bien ce bouquin.
C'est un livre, c'est un auteur qui a écrit en latin beaucoup, qui a fait des traductions, qui a fait beaucoup de discours. Mais en fait, Laurent Joubert est connu pour 3 livres. Les Erreurs populaires, le traité du Rice, c'est-à-dire le traité du rire, ce qui est quand même assez extraordinaire, et bien sûr, ce pour lequel on le connaît le plus, la traduction et l'édition de la grande chirurgie de Guy de Chauliac. Alors, le traité du Rice, le traité Les Erreurs, il l'écrit pour que les médecins populaires et puis même la population quittent un certain nombre de ce qu'il est de bêtises. Et cette première édition qui a lieu en 1578 est divisée en plusieurs parties. Seule la première partie que vous voyez ici va être dans le livre. Elle traite essentiellement de la médecine, mais surtout de la gynécologie. Et c'est pour ça que Joubert sera connu, car dans ce traité, on y parle essentiellement des femmes et des problèmes d'accouchement, de conception et d'enfantement. Oui. Voilà, alors ça c'est le livre complet, mais les autres parties ne seront pas éditées à ce moment-là. Voilà, en ce qui concerne les médecins et la médecine, bon, c'est intéressant, mais ce n'est pas comme la seconde partie. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de questions qui sont traitées, comme des questions qui restent toujours d'actualité, hein, de l'ingratitude des malades envers le médecin. Et tous, je crois qu'on en a tous eu, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est les erreurs populaires qui touchent la médecine, qui touchent à la gynécologie et à l'obstétrique. Alors, il y a plusieurs erreurs qui ont facilement été éliminées. C'est par exemple le cas de l'hymen et de la virginité. Dès le XVIe siècle, on sait très bien qu'il n'y a aucune correspondance. Ambroise Paré le fait. Il y a des erreurs qui sont toujours discutées. Quand Amoureux écrit son livre en 1804, c'est par exemple Los Bertrand, est-ce qu'il faut ou non couper la symphyse pubienne pour faciliter l'accouchement? En 1804, le problème n'est toujours pas résolu, alors qu'on sait que ça dégage très peu la filière. Et puis, il y a des éléments qui restent d'actualité. L'allaitement. Joubert est un farouche partisan de l'allaitement des enfants par les femmes. Et il dit aux mères, mais ce n'est pas la peine que vous donniez vos enfants à des nourrices, faites-le vous-même. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des erreurs sur les erreurs. Alors, la première de ces erreurs, c'est le nombre de femmes, le nombre d'enfants que peut porter un utérus. Joubert dit, mais une femme peut avoir 9 enfants. Et il cite des exemples. Bien entendu, c'est souvent imagé. La famille Porcelet, par exemple, a eu 9 enfants. Il dit, mais la matrice féminine peut très bien porter autant qu'on veut, si, bien sûr. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la religion est très présente, puisque si la volonté divine le veut, il n'y a aucune raison qu'une femme ne peut pas. Il y en a des encore plus surprenantes. C'est par exemple la durée de la grossesse. Pour Rabelais, par exemple, une femme ne peut, la durée de la grossesse, c'est 9 mois. Pour Joubert, il y a 3 termes à la grossesse possible. 9 mois, 10 mois et 11 mois. Et il prend des exemples. Il dit, mais regardez, cette femme, elle vient d'accoucher et son mari est mort il y a 11 mois, donc c'est impossible qu'elle... c'est impossible. Et puis il prend l'exemple des fleurs. Regardez les fleurs. Les fleurs, quand le printemps est mauvais, elles poussent lentement.
Et puis quand on sait qu'il y a un gros printemps, ben, la matrice de la femme, c'est pareil. Si y a une bonne nourriture, si c'est bien, ben, l'enfant sortira plus vite. Si c'est plus difficile, il mettra plus de temps à souffrir, à sortir. Alors, ces erreurs populaires ont été un succès littéraire, d'emblée, puisqu'il y a eu, je crois, 10 éditions en 6 mois. Et à l'époque, donc c'est un des premiers best-sellers qui était. Et c'était un des premiers best-sellers parce qu'on n'en parlait pas à l'époque. Et ça a été à la fois l'objet de critiques. Parler des femmes, de la conception, de la grossesse, souvent d'ailleurs dans des termes qui sont très imagés, un peu à la Rabelais. Et là, j'en profite pour dire, mais pourquoi c'était très imagé? Parce que à l'époque, il n'y avait pas tout le vocabulaire qu'on a en matière d'organes féminins. On n'avait pas toute cette terminologie qu'on a pour parler aujourd'hui de la grossesse. Quand on en parlait avec des mots de tous les jours, parce que c'était quasiment un tabou de parler de ces histoires. Ça devait rester à travers les matrones et à travers le monde féminin. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que en 1933, vous voyez, il y a Jean Boucher écrit un article en comparant Rabelais et Joubert, en disant mais ils ont à peu près le même vocabulaire, et il conclut en disant il y a chez Joubert bien d'autres pages d'une verve étincelante que nous aurions bien voulu citer, mais il faut le réserver aux bibliophiles, et comme on dit, il n'est pas à mettre dans toutes les mains. Donc en 1933, il y avait encore cette pesanteur du tabou sur la sexualité. Voilà, vous voyez, il dit, mais voilà, c'est les poils dans les parties honteuses. Et il dit, mais ça, normalement, on l'appelle le pubis. Et il ne parle pas de... Voilà. Alors, évidemment, ça a créé quelques critiques, si bien que le premier embêté a été l'éditeur. Et lorsqu'il y a la deuxième édition l'année suivante, l'éditeur se garde bien de prendre ses précautions en disant mais voilà, il parle de pucelage, il parle de conception, il emploie des mots obscènes, et il est bien entendu que ces livres ne doivent être lus que par les maris, les religieux, les enfants et tout ça doivent les éviter. Le deuxième livre, la deuxième version des erreurs populaires est moins intéressante parce qu'elle parle de la vie quotidienne et ça n'a pas fait la réputation de Joubert comme la première édition. Cette réputation l'a sûrement amené d'ailleurs à être appelé auprès du roi Henri III, dont la femme Louise de Lorraine était stérile, et Joubert qui s'est rendu n'a pu rien faire, mais il n'a pas fait de bêtises, donc il n'a pas été attaqué directement. Voilà, alors le deuxième traité, c'est le traité du ris, c'est-à-dire du rire. C'est assez étonnant de faire un traité du rire, même aujourd'hui, il n'y en a pas énormément. C'est un traité de 352 pages, et vous voyez qu'il a été édité aussi en 1779. Et c'est un traité qui est divisé en 3 livres, qui traite tout ce qui concerne le rire. Donc, il y a évidemment des choses qui sont un peu désuètes et qui ont disparu. En revanche, tout ce qui traite la psychologie, tout ce qui traite la sociologie, tout ce qui traite la comparaison entre le rire, les pleurs, le mélange, tout ça, ça reste très d'actualité. Vous voyez ? Alors ici, vous avez quelques sujets qui sont traités. Vous avez en 3e position ici, le 4e position, le chatouillement. Alors le chatouillement, il dit, mais c'est pas un rire naturel, c'est un rire contre nature. Parce que pour rire, il faut que ce ne soit pas forcé. Et puis, il va prendre des exemples. Alors le rire, pour rire, il faut deux éléments, l'ouïe
Et l'oreille, on peut rire par l'un ou par l'autre. Et il est certain que, tout ce qui touche la sexualité, le cul, tous ces machins-là, ça fait rigoler. Et il le dit d'ailleurs, hein, il est déshonnête de montrer le cul, mais tout l'ouvrage est en langage imagé de la sorte. S'il n'y a aucun dommage qui ne contraigne à la miséricorde, mais alors si malheureusement vous prenez un fer chaud et vous l'appliquez sur les fesses du type, alors là, le rire, il se transforme en une compassion. Et il précise bien ensuite dans tous les chapitres qu'il expose, attention, si vous faites rire, il y a des limites. Ne vexez pas quelqu'un qui pourrait être troublé. Et puis, il termine sur ces 3 chapitres. Alors, tout est bien expliqué sur ce chapitre en disant, mais est-ce qu'on peut mourir de rire? Voilà, vous avez un exemple de mourir de rire. Je ne voulais pas manquer de vous le présenter. Alors, il y a la physiopathologie aussi. Aujourd'hui, on sait pourquoi on rit. On rit parce que les voies motrices servant au contrôle volontaire et venant essentiellement du cortex moteur primaire cheminent dans la branche postérieure du genou et de la capsule interne, les voies descendantes servant à la mimique émotionnelle et à la motrice supplémentaire. Alors c'est extrêmement simple, mais je peux vous dire que ce n'est pas l'explication de Joubert. L'explication de Joubert est beaucoup plus imagée, puisque ça vient de lui ou de la vue. L'élément qui va conduire au rire passe par les vaisseaux. À travers l'œil et l'oreille, ça passe par les vaisseaux. C'est conduit au cœur. C'est le cœur qui est l'organe du rire. Et le cœur est mobile dans le péricarde. Grâce à ces soubresauts du cœur qui circulent dans le péricarde, il y a une excitation du diaphragme qui va conduire à ce qu'on s'amuse. Voilà. Alors, ces 2 livres, c'est-à-dire Le rire et les erreurs, ont été dédiés à la reine Margot. Et alors, à l'époque, ça a été aussi une source de discussion, car la reine Margot était discutée non pas pour ce que le 19e siècle en a fait, c'est-à-dire une femme de mauvaise vie, mais elle était discutée parce qu'elle était à la fois discutée par les protestants qui la trouvaient trop catholique et les catholiques qui la trouvaient mariée à un protestant. Mais c'était une femme remarquable, si bien que Joubert en a été, je pense, il a rencontré la Marguerite de Valois, il en était, à mon avis, comme beaucoup d'hommes, subjugués. Et il l'écrit dans le premier de ses livres, mais madame, vous êtes absolument admirable, votre esprit est le plus angélique, votre jugement est exquis, le premier sur les erreurs, il y a un parallélisme évidemment avec la faute, et les erreurs sont liées à des fautes, donc c'est lié à des troubles de l'intelligence. Mais je le dédierai à la reine Margot parce que c'est une femme extraordinaire. Et puis, sur le deuxième, c'est-à-dire sur le rire, alors le rire, c'est le physique, donc c'est le physique de la reine Margot. Vous êtes à la réputation d'être la plus belle des princesses de la chrétienté, et c'est presque une véritable déclaration d'amour. Il lui dit, mais votre mari a la chance d'avoir une femme comme vous, c'est fantastique. Et je crois que c'est dédié à la reine Margot, non pas par des explications compliquées qui consistent à essayer de replacer au XVIe siècle un certain nombre de choses dont on a le sentiment aujourd'hui, mais c'est sur le fait que Joubert était fasciné, comme sûrement beaucoup de gens de l'époque, par la reine. Le troisième ouvrage, c'est Guy de Chauliac et la grande chirurgie, c'est pour ça qu'il est connu essentiellement pour ça. Le livre de Guy de Chauliac, La Grande Chirurgie, c'est un des livres les plus extraordinaires de tous les temps. C'est un des livres extraordinaires parce qu'il a eu 400 ans de longévité littéraire. Il n'y a aucun autre bouquin qui a eu une si longue. Mais il avait un défaut énorme,
c'est que c'était un manuscrit. Il était manuscrit en latin. Et il a été écrit en 1363. Donc, vous voyez que l'apparition de l'imprimerie, c'est presque 100 ans. Donc, il y a 100 ans d'écriture de ce livre qui ont été faites de main à main, d'homme à homme, et donc qui ont été sujets à d'énormes d'erreurs. Et quand Joubert décide de reprendre l'ouvrage, on lui dit, d'ailleurs tout est écrit dans son épître, il dit, mais ça fait longtemps que vous demandiez que j'écrive ce livre. Mais pour l'écrire, il faut retrouver l'original. L'original avait disparu. On ne sait pas ce qui est devenu l'original de Guy de Chauliac. Peut-être se trouve-t-il à Rome, quand il y a eu le transfert des archives d'Avignon à Rome. Mais il a fallu qu'il recherche toutes les références de Guy de Chauliac. Et dans Guy de Chauliac, il y a plus de 100 références. Donc, il dit, mais c'est très difficile parce que c'est tous des manuscrits. Les manuscrits, ils ont été mangés par les rats, les manuscrits, ils ont été abîmés par l'humanité, et puis surtout, les manuscrits, ils ont été jetés. Parce que quand apparaît l'imprimerie, tout ce qui est écrit et tout ce qui datait du 12e, 13e siècle, c'était à la poubelle. Bon, donc, et c'est extraordinaire. Il demande à ses étudiants, à d'autres docteurs en médecine, de l'aider à retrouver toutes ces références. Alors, voici un portrait de Guy de Chauliac. Vous voyez que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai montré de Joubert. Je vais montrer un portrait de Guy de Chauliac. Et il y a une différence fondamentale entre le Guy de Chauliac du XIVe siècle, où vous voyez un type qui est très bien rasé, qui est très bien habillé, un entourage est tout à fait propre. Et puis, ce personnage qui a une barbe qui est quand même assez mal entretenue, le veston est quand même d'une qualité moyenne, le chapeau, c'est un vrai. Et entre la chirurgie du Moyen-Âge et la chirurgie du XVIe siècle, il y a sûrement une grande différence entre l'hygiène et la présentation des gens. Il n'y a plus d'hygiène à partir du XVIe siècle, il n'y a plus d'hygiène, vraiment. Voilà, alors quant au caractère du Guy de Chauliac, eh bien ça c'est sûr que tout le monde dit que c'est un homme extraordinaire. Il y a des lettres de son fils qui parlent de son père avec beaucoup de déférence. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a eu toutes les nominations de l'université de Montpellier sans jamais avoir eu de problème. Donc il y avait une unité sur son nom. C'est que c'est un livre qui a été très honnête, parce qu'il a été aidé par tout un tas de gens, et dans ses livres, il dit « mais j'ai été aidé par un tel ou par un tel, il faut les remercier ». Si bien qu'il y a un épitaphe en bas qui reconnaît que le personnage est bien dessiné, mais que le caractère de Guy de Chauliac est encore mieux, puisqu'il ne manque à son âme aucune des qualités qu'il a. Voilà, alors, quel est le devenir de Guy de Chauliac? Ben, ça, c'est fantastique parce que Joubert, lui, a été complètement oublié, pratiquement. Mais l'ouvrage qu'il a écrit, lui, ne l'a pas été. Si bien que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on étudiait encore la grande chirurgie de Guy de Chauliac à travers des questions-réponses. Et ici, vous avez deux ouvrages, vous voyez, un qui date de 1688, et un autre qui est beaucoup plus tardif, qui date de 1706 ou 1707. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir écouté sur ce personnage qui, pour nous chirurgiens, est celui qui a traduit la grande chirurgie, qui est assez extraordinaire. Merci beaucoup Philippe, une très belle conclusion à notre réunion. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Poser une question. Là, vous nous avez fait les Oui. Oui, si c'est possible, Monsieur le Président. Bonjour. Je voudrais... Vous voyez? Bonjour Jean-François. Bon, je voudrais féliciter le Président Bonichon sur son intervention et sa séance d'aujourd'hui. Et il a dû noter qu'il y avait certains éléments liminaires dans la présentation précédente concernant la région d'Alençon et du Berry, sur les éléments similaires qui peuvent être la famille avec les médecins, les chirurgiens et les apothicaires, la formation,
l'activité médico-légale déjà de cette époque et qui sont donc un peu similaires à la lignée des chirurgiens de la famille Guignot-d'Issoudun en Berry, que connaît bien Philippe Bonichon, le Berrichon. Voilà, félicitations encore pour votre réunion d'aujourd'hui. En fait, vous nous avez dressé deux portraits de chirurgiens qui n'ont pas grand-chose à voir, parce que le vôtre, c'est un chirurgien qui a été formé, qui s'est formé, mais qui n'est jamais passé par la faculté, mais qui avait un entourage familial qui lui a permis d'exercer dans le service. Et alors le tien, lui, par contre, lui, il est médecin, puisqu'il passe par la faculté de Montpellier. Et d'ailleurs, il choisit la chirurgie, ce qui, pour l'époque, était un peu... C'est ce que je te dis, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque et c'est le début d'une autre. Jusqu'à Joubert, ben c'est les médecins qui vont écrire la chirurgie. C'est plus compliqué en fait parce que au départ, ce sont des chirurgiens médecins qui écrivent la chirurgie. Et puis l'Église ayant interdit aux chirurgiens de faire, aux religieux de faire la chirurgie, comme il y avait beaucoup de médecins parmi les religieux, les médecins n'ont plus fait de chirurgie, mais ils ont continué à écrire. C'est le dernier qui va écrire de la chirurgie, Joubert. À partir du XVIe siècle, ce sont les chirurgiens qui vont écrire la chirurgie. Et ça, c'est typique. Le livre qu'on nous a printé de Mme Guillon, c'est un livre de chirurgien. Il n'y aura plus de médecins qui vont écrire de la chirurgie. C'est terminé. Il a un esprit très moderne, ce Joubert, à écrire des livres pour informer, cultiver ses contemporains sur divers éléments de la vie courante qui sont très mal connus. Il fait de la vulgarisation. Je n'ai pas dit, mais il s'inscrit aussi dans son siècle, Joubert. Joubert, le XVIe siècle, c'est le siècle où la langue française va prendre une importance définitive sur le monde en général. Et c'est François Ier qui fait l'édit de Villers-Cotterêts. C'est du Bellay, Ronsard, la Pléiade qui encense la poésie française. Et tout un tas de personnages, quel que soit leur niveau, vont favoriser le français. Et Joubert, d'ailleurs, avait écrit un petit livre parmi tous les livres qu'il a écrits sur la cacographie. Il va proposer une réforme de l'orthographe. Et il dit, mais le français, c'est une langue qui est trop difficile parce qu'on ne l'écrit pas comme on la prononce. Donc moi, je propose une réforme de l'orthographe pour écrire le français tel qu'il est prononcé. Et il ne sera pas le seul, il y en aura un certain nombre qui vont à sa suite défendre cette théorie. Bien entendu, ça n'aura pas lieu parce que ça ne correspond pas à la langue elle-même. On conservera l'orthographe assez compliquée qu'on a, mais il y aura eu des tentatives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le début de l'expansion de la langue française qui va devenir la langue internationale jusqu'à l'anglais. Madame Guillon. Oui, je voulais vous dire, il y a tout un volet aussi dans les traités de Joubert, qui était quand même un universitaire, c'est le volet lutte contre le charlatanisme. Comme la médecine ne faisait pas ses preuves, la chirurgie moyennement aussi. Donc, je pense que dans l'esprit de Joubert, c'était de s'opposer au charlatanisme à la fois médical et chirurgical, en instruisant, parce que vous disiez, effectivement, ça va pour le tout venant, en instruisant la population comme on peut faire maintenant, en instruisant, on a des cours d'éducation thérapeutique, comme on dit maintenant, en instruisant les populations. Mais le volet charlatanisme était quand même très très important, voire même jusqu'à la cour de France, puisqu'à la cour où se trouvait Joubert, il y avait des renoueux, c'est-à-dire des rebouteux, qui étaient patentés avec des lignes financières dans les comptes du Louvre. Donc il s'est forcé de lutter contre tous ces gens-là. Merci beaucoup à tous. Ça a été très intéressant, une très très belle séance. Tu veux dire un petit mot, Philippe, pour conclure? Moi, je vous remercie tous aussi. Je remercie encore l'Académie de nous avoir
reçu. Et je veux dire que si vous voulez qu'on recommence cette séance, je suis tout à fait d'accord. Mais on peut en faire une chaque année. Tu vois, avec notre secrétaire général pour l'année prochaine. Ah, mais